Je m'appelle Geneviève Evrel, j'ai 29 ans et je suis fière propriétaire de la compagnie Sushi à la maison. Sushi à la maison, c'est un service de chef privé à domicile. On fait des bouchées de bonheur, comme je les appelle. Donc, on va chez les gens avec tout notre matériel. C'est des soirées qui sont clés en main. Toute notre vaisselle, les bacs, les planches, les couteaux, la bouffe fraîche, évidemment. Puis, on cuisine les sushis chez les gens, donc dans le confort de leur maison. Sushi à la maison, bonjour. Oui, très bien, vous? Sans prétention, j'allais chez des amis faire des sushis vraiment très traditionnels. Et puis, j'ai comme un peu démarré cette entreprise-là qui, finalement, à un moment donné, est devenue vraiment une vraie entreprise. On pourrait croire que la vie a toujours été facile pour Geneviève Evrel. C'est loin d'être le cas. Difficile d'imaginer que cette jeune femme énergique et talentueuse soit née d'un père alcoolique et d'une mère toxicomane. En fait, rien ne la prédestinait à devenir un modèle de réussite. Voici son incroyable histoire. Je peux comparer ma vie à un conte de fées parce que jamais je me serais permis de penser que je serais ici aujourd'hui. Mais on n'aurait pas gagé un 2 sur moi quand j'étais jeune, puis on me l'a déjà dit. Je dis toujours que les sushis ont sauvé ma vie. De mettre du riz chaud sur une feuille d'algue, enfin, je découvrais quelque chose de merveilleux, qui est l'art du sushi, mais aussi, j'étais fière de pouvoir faire quelque chose que peu de gens faisaient. Donc, je me suis vraiment embarquée là-dedans à fond. Je suis née à Limoilou, un quartier un peu défavorisé de la ville de Québec. Ici, dans Limoilou, à toutes les 2-3 coins de rue, t'as une brasserie, t'as une taverne, t'as un bar. On est dans l'ère de 1985, 6, 7. On est dans l'ère du... C'est rock'n'roll un peu. Mes parents, c'était plus des amis de party, mettons. Ma mère a accosté mon père dans un bar en lui disant « Va te prendre une grosse bière puis un paquet de cigarettes ». Ma mère est tombée enceinte de mon père. Puis au début, j'étais pas sûr. Moi, là, j'étais un gars libre. Je sors avec elle, là, mais je voyais pas tout de suite un enfant dans ma vie, là. Je suis déménagé avec Anne-Marie, puis on est allé rester dans un petit logement. Puis on s'est grillé de rien, parce qu'on n'avait rien, on était pauvres. Puis qu'il y a des journées qu'on se mettait du canage sur le calorifère pour le souper. Les deux étaient quand même très heureux, même si mon père savait pas dans quoi il s'embarquait du tout. J'étais peut-être pas préparé. Il y a une chose qu'on m'avait dit, la journée que tu vas avoir un enfant, tu vas changer automatiquement. Mais je l'attendais, puis on la voulait, Geneviève. J'ai su que maman, elle avait pas consommé du tout pendant qu'elle était enceinte de moi, ni alcool, ni rien d'autre. Donc, ça a été vraiment un 9 mois très, très sobre et probablement le seul de toute sa vie. Quand Geneviève est venue au monde, j'étais super content, j'étais heureux. Moi, là, j'ai assisté à l'accouchement de Geneviève. Moi, là, après, t'es à la brasserie. Quand j'ai eu 6 mois, maman, elle a réalisé qu'elle n'avait pas assez vécu sa vie de jeunesse. J'étais pas heureux, là. J'étais sûr qu'elle allait rester sobre, puis ça allait bien. Elle était en santé, elle était belle. Puis là, la dérape a commencé, finalement. En plus de l'alcool, la mère de Geneviève se met à consommer de la drogue. L'enfant n'a même pas 2 ans. Ça a commencé par sortir d'un bar du vendredi soir au lundi matin. Quand elle rentrait le lundi matin à 8 h, ben moi, je partais. Il fallait que j'aille travailler. Il fallait que je parte. Fait qu'en revenant le soir, c'était pas toujours rose. Ça a été déjà une espèce d'ambiance un peu chaotique de mon père qui est pas de bonne humeur, qui attend ma mère parce qu'elle est partie sur le party. Mais quand elle arrive le lundi, elle est mielleuse, puis elle est donc fine. C'était beaucoup de consommation chez nous, là. C'était la semaine longue, là. C'était 7 sur 7, là. C'était normal pour nous autres. On est des alcooliques. Ma mère avait une chum de fille qui s'appelait Nancy. Je me rappelle d'elle parce qu'ensemble, il y avait tellement une belle complicité. 2 folles, là. Tu sais, 2 vraies folles de party. Anne-Marie, c'était une fille qui était phonée. Ça a cliqué, toi et deux, ensemble. Vraiment. Mm. C'était le party et il n'y avait pas de limite au party, là. Ils s'encourageaient l'une et l'autre dans leur déboire, mettons, là. C'était comme à tous les jours, là. On travaillait du lundi au vendredi. Fait que du lundi au vendredi, on faisait des 5 à 7, mais
qui se terminait à 3 h du matin. T'sais, on se levait le matin, elle faisait des gros déjeuners le matin avant qu'on aille travailler, parce que quand je couchais là, puis s'il restait du vin de la veille, elle le buvait en déjeunant, là. Chose que moi, je ne revenais pas, là, qu'elle puisse faire ça, là. Juste avant d'aller travailler, en plus. Fait que, oui, c'était rock'n'roll. C'est sûr que je suis toute petite. J'ai 4-5 ans. Fait que pour moi, c'est pas encore quelque chose qui m'affecte. Dans le sens où je le sais qu'ils font la fête, je sais qu'ils foirent. Je suis consciente de ça, mais ça me perturbe pas trop en tant qu'enfant. La raison est fort simple, c'est que j'ai pas connu d'autre chose. Moi, je trouvais donc Marie qui était donc bien fine le lendemain avec sa fille, là, tu sais, puis qu'elle se fendait en 4 pour aller chercher à manger, puis faire à manger à sa fille, puis qu'elle aille à l'école, puis tout ça. Fait que je me disais, il n'y a rien à dire, là. Puis tu sais, quand t'as connu ça toute ta vie, là, fait que je trouvais ça normal, puis même mieux que moi. Je sais que c'est pas normal que ça consomme autant autour de moi, mais je suis trop petite. Tu sais, aujourd'hui, avec le recul, je me dis, bon, on aurait pu parler, il y aurait pu quelqu'un de la gang qui aurait pu parler, mais si on pouvait recommencer, c'est sûr. Je qualifierais cette période-là de ma vie du seul moment où j'étais pas consciente encore du milieu dans lequel j'étais finalement. Après un an de vie commune, les parents de Geneviève se séparent. Elle vit alors avec sa mère toxicomane qui s'apprête à cohabiter avec un conjoint violent. Ça a dérapé pour moi quand ma mère s'est fait un nouveau chum, après qu'elle se soit séparée avec mon père. Anne-Marie avait toujours le même pattern. C'était tout le temps des gars qui n'arrachaient, de qui elle pouvait prendre soin, tu sais. Et je chuchotais ci pis ça, puis juste à que ça servir de bord que si ça faisait pas leur affaire, ben là, elle se faisait brasser. Ça a engendré plein de situations que j'aurais pas dû vivre. Ça a engendré d'abord beaucoup de déménagements. Ça a été la visite de maisons pour femmes victimes de violences à maintes et maintes reprises. Quand l'intervenante, elle te reconnaît puis qu'elle dit « Ah, Geneviève, t'as donc bien grandi », pas normal. T'es pas supposée aller dans une maison des femmes aussi souvent. On les a toutes faites, là. Mais elle revenait tout le temps avec. Puis moi, je comprenais pas, tu sais. J'étais comme, voyons, il te bat, il te pitch des câbles d'acier d'en face. Il casse des cadres. Il rentrait la tête dans le bol puis fermait le couvercle par-dessus sa tête, là. Il a fallu que je crie fort pour qu'il arrête. Je me sentais le devoir d'être in charge. Le devoir d'être en charge qu'il arrive rien à ma mère. Je pense que très tôt, je suis devenue genre... Faut que je m'occupe d'elle. Si je m'en occupe pas, il y a personne qui va le faire. Je suis comme devenue une petite entrepreneur, puis mon travail, c'était de m'occuper de ma mère. Je me souviens des fois, là, il y avait tellement de violence, mettons, là, qu'il fallait que je me fasse mal moi-même pour arrêter la violence autour de moi. Fait que pour moi, c'était une façon d'attirer l'attention puis de défaire ce qui se passait. Je me sens immensément triste aussi parce que j'ai pas de pouvoir. Je veux contrôler le fait que maman est là, elle se fait violenter. J'espère être là pour elle. Mais en même temps, ben, pendant ce temps-là, il y a personne pour moi. Fait que moi, souvent, je crie fort, mais il y a personne qui m'entend, là, tu sais. Papa, à cette époque-là, il buvait beaucoup. Je pense qu'il aurait aimé ça être là. Puis mon père, c'était un batailleur à l'époque. Quand je consommais, j'étais pas reposant. Fait que probablement que ça aurait mal été. Moi, j'aurais peut-être aimé ça qu'il me sorte de là, mais je pense bien qu'il était aussi démuni qu'elle, finalement, tu sais, en termes de ressources. Je pense pas qu'il aurait su quoi faire avec une petite fille de 6 ans, 7 ans. Ouais. De toute façon, j'aurais pas pu garder Geneviève toute seule.
J'aurais pas voulu que Geneviève elle vive ce que moi je vivais. J'aurais pas voulu que Geneviève elle soit malheureuse ou qu'elle manque de quoi, ou que la DPJ arrive, ou qu'il y ait du mémérage, ou tout ce qui peut arriver avec ça. Je me disais qu'avec Anne-Marie, c'est sa mère, elle va s'en occuper. Normalement, la fonction d'une mère, c'est de s'occuper de son enfant. Anne-Marie, c'est quelqu'un de malade, comme moi, j'étais malade. J'en veux pas en tout. Des fois, je me demande pourquoi. Mais on dirait que je déresponsabilise à cause du beat de vie qu'il y avait. Je pense qu'il se disait qu'il était probablement pas plus capable que ma mère de s'occuper de moi. Anne-Marie se sauvait souvent, déménageait régulièrement. Je pouvais arriver dans le loyer, elle était plus là. Mais elle était où? Laissée à elle-même, Geneviève voit bien que ses parents ne peuvent pas la protéger. La toxicomanie et l'alcoolisme de sa mère, la violence de son beau-père, forcent la petite fille à devenir le parent responsable. Ah ouais, je me souviens avoir consolé des amis à mon anniversaire une fois. Déjà que c'est difficile de s'en faire parce que je passe ma vie à déménager. Déjà que je suis toujours la petite nouvelle qui a pas une scène, qui est habillée moyen. Déjà que tout ça fait que j'ai de la misère à me faire des petites amies. Quand il y en a deux qui daignent à venir à la maison, puis que là, ton beau-père, il pète sa coche puis qu'il violente ta mère, mais tes amis viennent plus à la maison. Fait que moi, le primaire, là, ça a été vraiment difficile. J'ai déjà fait 4 écoles dans la même année là, scolaire, là, parce qu'on déménageait. Puis on déménageait souvent. Là. J'avais toujours une petite valise rouge de près dessous le lit. Ça, c'est la petite valise rouge que maman avait préparée, préparée, pour quand elle décidait qu'on se sauvait. Mais j'ai le souvenir d'une fois où maman m'avait gaufré les cheveux pour aller à l'école la veille. Puis là, je suis contente, j'ai hâte d'aller à l'école parce que j'ai hâte de montrer mes cheveux gaufrés à mes amis. Puis maman, avant de me border, elle me dit « Je, ta valise rouge, es-tu prête? » Mais dans ma tête, je dis « Non. Ça veut dire que je pourrais pas montrer mes cheveux gaufrés à mes amis parce qu'il va falloir qu'on se sauve. » Comme de fait, j'ai jamais pu montrer mes cheveux gaufrés à mes amis parce que je les ai même jamais revus, ce monde-là. Parce qu'on s'est sauvés dans une maison pour femmes victimes de violence puis on n'est jamais revenus à la maison. Pendant la période un peu plus violente avec le beau-père, maman, elle consomme des drogues douces. Tu sais, du pot, du hash, mon Ritalin. Je me souviens, ma professeure avait dit « C'est le fun, Geneviève, elle est mieux depuis qu'elle prend son Ritalin. » Non, maman le prenait. Alcool, beaucoup d'alcool. C'était vraiment plus ça qui prenait la place dans le début de la dérape, si on veut, là, c'était l'alcool. Au primaire, je suis une petite fille qui est très TDAH. Je suis pas super bonne académiquement parce que psychologiquement, je suis juste pas là. J'étais à la maison puis je me demande comment maman va être quand je vais rentrer. Il y a un moment qui va me marquer à tout jamais. C'est ma première journée de 2e année. Je me lève pour me préparer pour l'école. C'est la première journée d'école. Normalement, ta mère a élevé, tu sais, puis elle te fait déjeuner, puis elle te préparé ton petit kit de vêtements. Mais maman m'a pas rien préparé. Maman dort dans le divan-lit dans le salon, puis elle est lendemain de veille. Là. Puis je réveille ma mère pour l'avertir que je m'en vais à l'école. Fait que là, elle se lève, elle est couchée sur le ventre. Tu sais, tout est bourriffé, puis elle me dit « Ah, elle dit, Geneviève, j'ai oublié de te dire. » Elle dit « Tu retournes en première année. » J'avais doublé. J'avais trouvé tellement pas ça fin, là. J'étais insultée. J'étais comme voir que tu me l'as pas dit, que je retourne en première année, tu sais. Déjà, je me disais, voyons, non, ça se peut pas qu'une mère agisse comme ça, là, tu sais. Fait que j'avais toujours l'espèce de sentiment de... On va déménager, on va être barouettés, on s'en va où? On s'en va voir qui? On fait quoi? On revient-tu? Est-ce que je vais perdre mes choses? Pour moi, même encore aujourd'hui, je suis pas très matérialiste, mettons. J'ai appris à me détacher des choses parce que je savais jamais si j'allais les revoir. J'ai rencontré Claudia à l'école Saint-Maurice. Ça a été une professeure qui a été vraiment présente pour moi sur plusieurs plans. Mais
Elle me sécurisait beaucoup. Ouais. On voyait de la façon dont elle était vêtue que c'était pas, qu'elle venait pas d'un environnement qui était nécessairement très favorisé, mais dans son attitude, c'est pas ce qui ressortait. Elle avait une résilience, moi je trouve déjà pour une enfant de cet âge-là. Pour moi, ça a été comme un choc d'apprendre que son père était pas dans le décor, que sa mère avait des gros problèmes de consommation. Puis au début, c'était souvent un peu... on fait beaucoup de déductions, hein, parce que les enfants, ils protègent leurs parents parce que malgré tout, ça reste que c'est papa et maman. Puis ça reste que nos parents, on les aime. J'étais en sécurité quand j'étais avec Claudia. Ouais, c'était... elle était rassurante. Un peu comme une mère, finalement, ouais. Quand j'ai eu 12 ans, maman s'est séparée de son chum violent. À cette période-là, maman consomme encore, à ce que je sache, de l'alcool et des drogues douces. On se fait évincer de l'appart où est-ce qu'on est. La propriétaire, elle cogne à la porte puis elle dit « Geneviève, ta mère est où? » Je dis « Ah, maman, elle est chez son chum, là. » Elle dit « OK, mais c'est parce que là, il vous reste 48 heures, là, vous avez été évincée. » Moi, je suis désemparée. Encore une fois, je comprends pas ce qui se passe. Maman a fini par arriver le soir. Je dis « Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Faut qu'on déménage. » Elle dit « Je vais t'envoyer vivre chez une de mes chums de filles. Je vais lui donner de l'argent un peu pour toi chaque mois, fait qu'inquiète-toi pas. Puis moi, je vais retourner te chercher plus tard. » Fait que je m'en vais vivre là, mais tu sais, c'est un milieu quand même assez défavorisé aussi, là, tu sais, on va pas se le cacher. Fait que sont là, sont contents de me voir, mais en même temps, tu sais, ils se fient beaucoup sur le fait que maman va donner des sous pour moi, évidemment, parce qu'ils n'ont pas de sous pour eux, tu sais, fait qu'ils n'ont pas plus de sous pour moi. Mais je sais que je suis quand même une bouche de plus à nourrir. Fait que je me sens pas bien. Je me sens pas la bienvenue, là, tu sais. Mais c'est mon sentiment à moi. Mais en même temps, je veux dire, je me suis jamais fait dire « Ah, Geneviève, sens-toi pas mal d'être ici. » Tu sais, je pense que c'était une espèce de... On se comprenait pas bien, là. Tu sais, j'étais pas... J'avais vraiment l'impression d'avoir été garrochée, pitchée là, si on veut. Cette femme-là avait un fils plus vieux que moi, tu sais. Puis je tripais donc dessus, là. Il y avait une coupe champignon, tu sais. Ça, c'était hot, là, tu sais. Je me suis amourachée de lui, on est devenus un couple. On est devenus un couple qui vivait ensemble. J'ai 14, il y a 16. On vit sous le même toit. Fait que c'était devenu malsain, il veut pas, là, tu sais. Je vivais chez eux, fait que j'étais un peu sous l'emprise, finalement, un peu de tout ça, parce que j'ai pas nulle part d'autre où aller. Donc, elle m'envoie vivre là. Elle était supposée me laisser là 6 mois. Ben, finalement, elle me laissait là 2 ans et demi. Au lieu d'être salutaire, ces longs mois loin des siens ne lui sont d'aucun réconfort. Ce n'est pas le cadre aimant et rassurant dont elle aurait tant eu besoin. Cette famille d'accueil n'est qu'un autre refuge que Geneviève devra bientôt quitter. Je vivais un petit peu de violence psychologique aussi parce que je me sentais pas la bienvenue, puis maman était toujours le sujet de discussion négativement. Fait qu'inévitablement, je deviens un peu barouettée psychologiquement parce que ta mère, si t'as pas donné une scène encore, on n'est pas capable de la rejoindre. Fait que, tu sais, je vis dans cette espèce d'ambiance-là négative que ma mère, c'est une moins que rien parce qu'elle... Ben oui, là, mais elle prend pas ses responsabilités, je sais, là. Mais je suis une jeune adolescente, là, tu sais. Papa, il est encore alcoolique, là. Puis, je veux dire, il sait pas trop qu'est-ce qui se passait dans la famille où j'étais. Elle cherchait-il à savoir? Si je l'avais su, il aurait pu jamais retourner. Je me serais chicané. J'aurais viré. Ça n'aurait pas été beau. Dans la tête de Geneviève, un rêve commence à prendre forme. Je m'en vais à l'épicerie pour faire les achats parce que je faisais beaucoup de tâches et tout ça, puis bon. Et là,
je m'arrête devant le comptoir à bons produits fancy, si on veut. Tu sais, là, le fromage, les olives, les viandes froides, les prosciutto, puis tout ça. Puis là, j'ai mon sac de frites, tu sais, dans les mains, puis je suis comme... Ça doit être ça, la vie. Geneviève avait toutes les bonnes raisons d'en vouloir à sa famille. Elle choisit plutôt d'enfouir en elle ses manques et sa détresse. Je suis pas quelqu'un qui se victimise. Fait que pour moi, c'était un peu... c'était honteux. Fait que j'en parlais pas, tu sais. J'en parlais pas, vraiment pas, tu sais, de ce que je vivais à la maison. J'écrivais beaucoup. Ça m'a sauvée aussi. Avec mon pas bon français écrit, parce qu'académiquement, je suis pas capable de comprendre les matières, mais écrire sur des bouts de feuilles. Puis je me rappelle que j'écrivais toujours dans l'optique que c'était peut-être la dernière fois que j'écrivais parce que peut-être que j'aurais pas eu assez d'argent pour avoir des feuilles lignées puis un crayon. J'écris toujours dans la peur de plus pouvoir écrire. Ça, c'est marquant pour moi. Parce que voyons donc, des feuilles, un crayon. Mais j'ai écrit. Mais il y a tellement de choses que j'ai oubliées un peu de mon adolescence parce que j'étais tellement préoccupée par plein de choses que d'avoir écrit ça me fait du bien parce que je me rends compte qu'à la fois d'avoir été quelqu'un de déjà très responsable et adulte, j'étais quand même une jeune fille qui vivait toutes sortes de trucs avec ses amis à l'école, avec des petits chums, plein de petites choses comme ça. Fait que c'est quand même le fun de se relire puis de juste comme voir que j'avais une adolescence quand même, tu sais. J'écris ce que je vis. J'écris, là, ce que je mange, qu'est-ce que j'écoute à la télé. Je sors de ma tête mon quotidien. Le journal n'appartient qu'à moi. Si vous le trouvez, ne lisez pas. Respectez-moi. J'ai tout ça noir sur blanc de ma vision à moi de jeune fille qui commence à être une femme puis qui veut tout ça dans la vie. Puis à ce moment-là, là, je veux ma mère. Là, je veux ma mère. Plus que tout. Là, je suis comme, pourquoi tu m'as droppé ici, là, tu sais? Je me souviens pertinemment être embarquée dans un autobus après avoir acheté mon billet d'autobus avec des bouteilles vides et de m'être dit, je reviens pas ici. Je voulais juste aller voir ma mère. Je me suis dit, tant qu'à pas être bien, aussi bien pas être bien avec ma mère. Fait que ça a été dur. Puis surtout, je savais pas dans quoi je m'embarquais là. Parce que moi, je pensais pas qu'il allait avoir pire. Moi, je pensais pas qu'il pouvait avoir pire qu'un homme violent. Mais pas quand j'ai cogné chez maman. Adolescente, Geneviève a plus que jamais besoin d'une mère. Mais la sienne a un nouveau conjoint qui l'a initiée aux drogues dures. Geneviève voit bien que la maison est devenue une piquerie. Sans ressources, n'ayant nulle part où aller, elle se résigne à vivre dans cet univers malsain. Ma mère m'ouvre la porte. Puis là, elle me dit, Geneviève, c'est pas un endroit pour toi ici. J'ai dit, je sais, maman, là, mais moi, ça fait 2 ans et demi, là. Puis je me rends compte, parce que je la voyais pas souvent, qu'elle avait l'air un peu maganée. Tu sais, je le vois, là, que maman, elle a les mains maganées, qu'elle a les bras maganés. Je le vois qu'elle est maigre. Mais là, mon cerveau, il est comme, ça se peut pas. Ben c'est que ce 2 ans et demi-là, là, son nouveau chum, qui pour moi, je pensais pas que ça pouvait être pire parce que je pensais pas qu'il y avait pire que la violence physique, il a commencé à lui faire prendre une drogue. Sur le marché noir, ça s'appelle de la dilodide, en fait. C'est un dérivé de la morphine. Maman, qui avait besoin de s'engourdir la vie, lui, il s'est dit, hey, on va se l'engourdir ensemble, mais c'est un moyen temps. Fait qu'il a commencé à lui proposer de consommer ça avec elle. Tout d'abord en pilule. 1, 2. C'est petit à petit devenu des injections par intraveineuse. Et là, quand j'ai compris que ce qui faisait fondre dans une cuillère, c'était pas afin de faire un repas, ben je me suis mis à enlever mes œillères. J'ai 15 ans et je me rends compte que ma mère, c'est une junkie. La mère de Geneviève s'enfonce encore plus loin dans sa dépendance. Sa fille voit bien qu'elle est en train de la perdre. J'ai des mauvais souvenirs de cet endroit-là parce que c'est là que maman a rencontré l'homme qui a comme fait consommer des drogues de plus en plus dures.
J'ai tout essayé pour que ma mère... Je pense même que, tu sais, j'ai inventé des affaires, là, tu sais, pas compromettantes, mais, tu sais, je me rappelle que, tu sais, je disais, là, il est pas fin pour toi, ou, tu sais, telle affaire, ou je voulais vraiment qu'elle s'en défasse, mais finalement, elle restait avec lui. C'était rendu entre 6 et 12 fois par jour. Puis là, à un moment donné, tes veines, ils veulent juste plus. Fait que tu te piques un peu partout. Les nombres de fois que je suis allée à l'hôpital avec ma mère parce qu'elle s'était piquée au mauvais endroit, là. Tu sais, quand tu dis que le médecin il dit « Madame Gignac, il va falloir nous trouver une veine pour prendre votre prise de sang », on n'en trouve pas, des veines. Ils sont toutes maganées. C'était pas beau à voir. Si on calcule qu'une pilule de Dilaudid sur le marché noir, c'est 20 $, puis qu'on calcule que maman consommait entre 6 et 12 par jour, ça prend pas un cours en calcul mental extrême pour savoir que ça montait vite. Donc, maman s'est mise à faire des délits mineurs, des vols et de la prostitution. Bien là, on est encore dans Limoilou, puis on est exactement, en fait, au dernier appartement de ma mère. Puis là aussi, je pense que c'était vraiment un endroit où est-ce qu'il y avait de la surconsommation de drogue, puis tout ça. Oui. Puis il y avait beaucoup de va-et-vient. Ouais, ben elle faisait de la prostitution beaucoup, de la là. prostitution, Mais oui. plus, Il y a je des pense. bonhommes qui venaient la chercher direct à la porte, là. Je me souviens, je sais que c'est épouvantable, mais j'avais donné des sous, je pense, pour qu'elle puisse consommer. Parce qu'il y a tellement un clash entre le moment où elle consommait beaucoup puis quand elle avait plus d'argent. Mais c'est son corps qui le demandait. En fait, ça aurait été dangereux pour sa sécurité, là, tu sais, puis sa vie si elle avait pas comme une transition, tu sais. Fait que il y a des moments où j'ai dû faire des choix comme ça de devoir payer de la drogue à ma mère parce que sinon, elle serait morte, là, tu sais. Là, je réalise que là, elle l'a échappé, là. Là, c'est solide, là. Là, je sais que le non-retour était déjà assez présent, là, mais le non-retour, là, il l'est, là. Ouais, je me sens toute seule. Je me sens toute seule. J'ai pas de frère, pas de sœur. J'ai pas de mère à ce moment-là. Mon père non plus. Ma seule sécurité, c'est l'école. C'est l'école, mes profs. Rapidement, mes amis sont devenus ma famille et mes professeurs sont devenus les gens qui étaient importants pour moi, tu sais. On s'en va rencontrer Nathalie Brisson, qui est ma prof de cheminement particulier quand évidemment, j'étais au secondaire. C'est une femme qui est pour moi une bonne étoile. C'est vraiment beaucoup occupée de moi à un moment où j'en avais vraiment, vraiment besoin. Geneviève, quand je l'ai vue, moi, vraiment, il n'y a rien qui me permettait de penser qu'elle avait peut-être une vie différente des autres. Ça a pris un certain temps. Il a fallu que j'entre un petit peu dans son intimité pour me rendre compte que, oups, là, il y avait des... Quand j'ai appris à la connaître un petit peu plus, que, hop, il y a des petites choses qui me mettaient la puce à l'oreille dans sa tenue vestimentaire, où il y avait des choses là, que je faisais, oh, je vais être aux aguets, je suis pas certaine que tout est correct pour elle. Je voyais qu'elle voyait qu'il y a quelque chose qui marchait pas. À mon avis, tout ce qu'elle vivait compromettait son développement. L'école, c'était le dernier de ses soucis. Là. Puis ce qu'elle me disait, c'est que, hey, que j'aimerais pouvoir étudier, puis j'aimerais donc ça, pouvoir faire plus, pouvoir faire mieux, parce qu'elle aimait l'école, elle aurait aimé, mais elle avait tellement de choses en tête, tellement de choses à régler que l'école, c'est loin dans les priorités. Elle a été présente comme oreille. Elle a été présente... elle a déboursé de ses poches, là. Je sais qu'elle m'a payé des passes d'autobus. Je sais qu'elle m'a amené faire du shopping. Elle me donnait de la bouffe. Elle a vraiment été une prof. Tu sais, quand on dit qu'être prof, c'est une vocation, là, il y a des profs qui le font, là, qui changent la vie des gens, là. À un moment donné, j'étais en classe, puis je me penche pour jeter quelque chose dans la poubelle, parce que j'avais raté mon lancer. Et mes pantalons fendent sur mon dos. Mais c'est ma seule paire de pantalons. Fait que je me mets un chandail autour de la tête parce que j'ai une amie qui est super gentille puis qui m'en prête un. Puis là, Nathalie, elle me dit, Geneviève, tu vas te changer tantôt, demain? J'ai dit, j'ai pas d'autres pantalons. Un soir que j'avais amené Geneviève magasiner, je pense que c'est
C'est la fois où elle avait déchiré l'unique pantalon qu'elle avait, puis elle était vraiment mal prise. Fait que j'étais allée lui acheter des vêtements, puis j'allais la reconduire à la maison après. Là, Geneviève était montée en courant à l'appartement pour montrer les vêtements qu'elle avait. Et là, la mère était venue à ma rencontre, puis était vraiment dans tous ses états, intoxiquée, oui, confuse encore une fois et tout ça, mais c'était... elle me remerciait en même temps. C'était un mélange d'émotions. Quand j'ai vu que vous étiez en interaction, je me souviens, j'avais descendu les marches. Oui, ça avait brassé. Là, ta mère, elle avait levé le ton. Elle m'avait accroché, puis elle me secouait, mais c'était pas... C'était tout mélangé, c'était tout... C'était maladroit, C'était maladroit, vraiment, vraiment. Puis c'était... me secouer de « je suis choquée après moi », mais de me secouer de « merci ». Ouf, il n'y avait rien de drôle dans ça. C'était vraiment... c'est de la grosse misère. C'est vraiment pas... ouais, c'est trop de souvenirs. La situation de Geneviève se détériorait, puis on avait des confidences, puis elle s'était ouverte à plusieurs personnes. Il y avait la psychologue, il y avait une éducatrice, il y avait beaucoup de monde qui l'aidait, qui l'encadrait à l'école. Et là, je me revois reprendre un téléphone, ça faisait je sais pas combien de fois qu'on appelait à la DPJ, puis je me vois, là, j'étais hystérique au bout de la table de la cuisine chez nous. Je pleurais, ça n'a pas de bon sens, il faut faire quelque chose, elle est vraiment en danger. Et finalement, j'entends le monsieur qui dit « OK, ce que je peux faire, c'est un placement temporaire de mois. » Oui. Cette famille d'accueil inattendu n'est qu'un court répit pour la jeune fille, le temps d'oublier un peu sa douleur et sa solitude. Bien, je sais pas comment ils ont étudié mon dossier, là, parce que je partais d'une piquerie. Fait que tu te dis, tu prends un petit bungalow d'une rue tranquille, puis ça me va, là. Mais là, je sais pas si vous savez c'est quoi la rue des Braves à Québec, là, mais c'est comme le Westmount de Montréal. C'est les baraques que j'ai vues dans les films, tu comprends? Fait qu'on me déplace là. L'escalier majestueux avec le gros lustre, les salons, les gros frigos. Je me souviens que Geneviève n'en revenait pas des frigos qu'il y avait là et tout ça. Je suis arrivée là, ils m'ont ouvert les portes de leur maison aussi chaleureusement. Je veux dire, c'était magique, mais c'était un cadeau empoisonné, là. Je veux dire, j'allais vivre un conte de fées, là, un vrai, là, pendant 30 jours, là. Mais ils m'ont retourné chez nous après, parce que j'étais pas un enfant problème. La DPJ, on dit, elle est résiliente. C'est cette force de caractère qui l'aidera à accepter même ses plus dures déceptions. J'aurais aimé que le temps que j'ai été en famille d'accueil secoue ma mère, tu sais. Puis qu'elle se dise « Hey, là, j'ai perdu ma fille par la DPJ », puis tu sais, qu'elle ait peur, tu sais. Mais non, ça n'a rien changé. Puis c'est... ça a été assez rapide, le moment auquel je suis revenue puis que je suis repartie, parce qu'il y a un épisode qui m'a complètement traumatisée. C'est qu'il y a un bandit à cravate qui est rentré dans la piquerie, qui avait beaucoup de pilules, qui a proposé à ma mère de prendre la drogue et de m'échanger. Elle n'a pas accepté, mais là, j'ai eu peur. Tu sais, si ça avait été une journée que maman avait été en manque, là, mais vraiment, là, je pense pas qu'elle aurait accepté non plus, mais je veux dire, je peux pas me permettre de prendre la chance, là, tu sais. Dans la piquerie, j'ai peur. Je suis pas bien. Je suis vraiment pas bien. Je veux m'en aller. J'ai de la peine parce que là, c'est vrai que maman l'a échappé. J'ai un sentiment de... Je peux rien faire. Là, c'est vrai que là, je suis impuissante. À 16 ans, Geneviève quitte pour de bon l'appartement de sa mère. Elle abandonne l'école et se trouve un travail. Là, on est à l'alimentation GD. Ça a été vraiment une super belle job. Ça m'évoque des beaux souvenirs parce que j'avais un patron qui me faisait confiance là aussi, puis j'étais bien, mais quoique Limoilou, c'était à l'époque quand même assez intense comme quartier. Ma mère en faisait partie justement de cette clientèle particulière-là. Tu sais, maman, elle pouvait débarquer n'importe quand, puis là, tu
Tu sais, je veux dire, tu pognes ta mère à voler, là, puis t'essaies de l'intercepter, là, c'est spécial, là. J'ai mis ma mère à porte du DEP plusieurs fois. Quand je l'imagine rouler là, sur son vélo, pas de frein, pas de pédale, là. Des fois, elle passait tout droit devant moi, comme si elle me connaissait pas, parce qu'elle avait honte de sa situation. Fait qu'elle vivait un peu dans le déni, tu sais. Des fois, ça arrivait, je cognais chez eux, tu sais, elle vivait un peu plus bas là-bas. Puis là, une fois qu'elle était avec des clients, tu sais, là, elle prétextait qu'elle me connaissait pas. Oui, ben vous êtes qui, vous? Vous cognez à la porte, revenez plus tard. Puis elle parlait comme ça avec un bon français. Tu dis, voyons, t'es dans un autre monde, là. Voyons, je suis ta fille, ça va-tu, tu sais, maman? Ah, revenez plus tard, ça sera pas bien long, là, revenez. Ça arrivait souvent. Ça a vraiment pas changé, là. C'est comme la section des... La belle section des bières de ce dépanneur-là. On voit qu'ils misent beaucoup là-dessus pour leur chiffre d'affaires, là, tu sais. Ouais. C'est pareil. Mais j'étais jamais revenue. J'ai un souvenir de mon anniversaire de 17 ans. Mes amis font la fête chez moi, tranquille, là. Ça cogne à la porte. Mais j'avais 2 beaux clowns à la porte, puis c'était mes parents. Même séparés, les parents de Geneviève, qui consomment toujours drogue et alcool, se voient encore à l'occasion. Ma mère est gelée, là. Elle est pétée, là. Et là, mon père, il est saoul, là. Il est vert. Son foie, clairement, veut plus qu'il boive. Tu comprends? Puis Geneviève, elle nous regarde, puis elle dit, c'est ma fête, je suis avec mes amis, on joue à des jeux de société. Et là, avec tout le respect que je suis supposée avoir pour eux, bien humblement, je leur dis, écoutez, je vais vous respecter quand vous vous respecterez vous-même, puis vous reviendrez quand vous serez agent. Mon père, lui, là, il a fait comme, wow, attends un peu, là, ma fille de 17 ans qui m'apporte de chez eux, ça marche pas, là. Ça m'a donné une tabarouette de claques d'en face. Puis je suis rentré en cure fermée, 28 jours. Je suis sorti de thérapie. Finalement, 6 mois plus tard, mon père a cogné à ma porte. Puis là, il m'a dit, j'aimerais ça reprendre le temps perdu, tu sais. Ouais, c'est bon. Il est pas rentré, puis on n'a pas cuisiné une sauce à spaghetti la journée même, là. Mais, tu sais, j'étais ouverte. J'ai jamais reconsommé une bière. Ça va faire 14 ans. La drogue, pareil. Le père de Geneviève s'est pris en main par amour pour sa fille, mais sa mère, elle, lui annonce une bien triste nouvelle. Ma mère m'apprend qu'elle a le cancer. Là, moi, je vis dans le déni, là. Je suis comme, mais non, c'est pas vrai, tu me mens, là. Tu sais, tu veux me manipuler, ça marche pas, là, tu sais. Elle me dit, non, Geneviève, j'ai le cancer. Là, elle est cachexique, tellement qu'elle est maigre. Elle est à un point de maigreur qu'il n'y a pas de retour. Elle va pas bien, là. Puis elle a 2 choix. Le médecin lui dit, Madame Gignac, on vous réopère et vous vivez. Et il y avait l'option 2. T'es atteinte d'un cancer. Si on te réopère pas, tu meurs. Mais on va te placer dans une maison de fin de vie. Tu vas mourir avec beaucoup de dignité. Et il y a un médicament qui va te soulager de ta fin de vie, par exemple. Qu'est-ce qui soulage une personne en fin de vie? C'est de la morphine. Fait que ma mère, elle avait le choix de vivre et de se battre ou de mourir, mais d'avoir de la quantité industrielle de morphine dans ses veines avant qu'elle parte. 27 jours sur un lit de camp, dans la chambre d'une maison de fin de vie avec ta mère mourante. Je pensais qu'Anne-Marie aurait pris une bonne décision. Mais elle a choisi la maison Sarrazin. Elle a été... Elle est morte. J'ai retrouvé des lettres que ma mère m'avait écrites. Elle était en centre de désintox. Elle a essayé quelques fois, sans que ça soit un grand succès. Elle m'écrivait toujours des lettres. Regarde, juste là, maman m'écrit une lettre, puis elle écrit « Geneviève, tu es l'amour de ma vie, OK? » Là, tu sais, en voulant dire, genre, en doute-en jamais, tu sais. Même si tout est décousu, dysfonctionnel, doute jamais que t'es l'amour de ma vie, tu sais. Puis ça fait ce que je suis maintenant. Ça fait juste
me confirmer qu'il y avait vraiment full d'amour entre moi et ma mère. Je m'ennuie d'elle à tous les jours. Sais-tu quoi? Je m'ennuie de la mère que j'ai jamais eue. Je m'ennuie pas d'elle physiquement, je la voyais pas souvent, tu sais. Ce qui me fait le plus de peine, puis ce qui me manque le plus, c'est son amour. Parce que ça, t'as pas besoin de voir quelqu'un pour savoir qui t'aime ou qui t'aime pas. Mais son amour, c'était plus fort que tout, là. Puis ça me fait de la peine. Elle remercie la vie de m'avoir. J'avais jamais lu ça. Ou probablement, là, mais tu sais, genre, il y a vraiment longtemps. J'aimerais ça aussi, qu'elle sache qu'est-ce que je suis devenue. Je pense qu'elle serait pas pire fière. Ça me fait de la peine. On s'en va chez Hélène. Hélène, c'est la mère que j'ai jamais eue. C'est une amie aussi. C'est une confidente. En fait, elle a plusieurs chapeaux. Hélène, maintenant, c'est un peu mon bras droit. Elle m'aide beaucoup avec l'administration de Souchi à la maison parce qu'elle est à la retraite puis elle a beaucoup d'expertise là-dedans, dans la gestion. On s'en va la voir. Puis je suis bien excitée parce que, dans le fond, quand je m'en vais chez eux, c'est tout comme si je m'en allais à la maison. Donc, je m'en vais chez nous. Hélène, c'est la mère que j'ai jamais eue, mais j'enlève rien à la mienne. On est arrivé à la maison. Les fameuses cloches de la maison. Allô? Hey, salut! Rentre, cocotte. Je suis en train de travailler dans ta paperasse. Elle vient si vite à son parce qu'il faut que je te montre des choses. Les étoiles sur mon parcours. Une Claudia, une Nathalie, une Hélène. C'est des bonnes étoiles qui ont fait la personne que je suis. Puis c'est toujours être persévérante, puis toujours avoir confiance au fait que la vie, elle peut être belle, tu sais. Fait que dans le fond, on va faire un maquis genre grec avec poulet, tzatziki, menthe, tomate cerise, olive noire. On va vraiment... Puis on va le faire avec une feuille de riz. Mon quotidien d'entrepreneur, c'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est de gérer plus d'une trentaine d'humaines. C'est d'avoir une équipe incroyable, d'avoir des gens qui m'entourent, qui me permettent de continuer d'être moi-même, la créative. J'ai beaucoup d'idées. On va faire un club aussi, mais ça va être un club homard. Mais tu sais, il va y avoir du bacon, il va y avoir du fromage, de la mayo, des tomates, de la laitue iceberg. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui m'entourent au niveau professionnel. Donc, ça me permet d'avancer puis d'être qu'est-ce que je suis. Je suis très authentique dans mon travail. Aujourd'hui, Geneviève est à la tête de Souchi à la maison, une entreprise florissante qui compte plus de 30 chefs un peu partout au Québec. Oui, allô? Charlie, juste pour être sûre, dis-moi donc, ce mois-ci, on a combien de soirées Souchi à la maison? Bien, à peu près 200, là, plus ou moins. Oh, je vais mettre en couple. Écoute, sans plus tarder, les assiettes sont là, les baguettes sont là, les napkins sont là. Vous avez de tout et plus encore, puis il y a 3 services comme ça. En fait, je travaille pour Souchi à la maison, pour Geneviève vraiment directement. Je suis un peu son adjointe, son bras droit. On travaille beaucoup ensemble. Ça se passe bien, c'est bon? Tout le monde est heureux? Je suis très émotive dans ma façon d'être une patronne, je pense. Mais tu sais, je suis une femme en plus. Deuxième service! Voilà! Ah ben Geneviève, c'est une patronne qui est quand même exigeante parce qu'elle est Souchi à la maison. Sa vie tourne autour de ça. Son cerveau est constamment en mode Souchi, en mode projet. Avec sa détermination et son sens des affaires, notre Miss Souchi déborde d'imagination. Elle anime des émissions de télé, écrit des livres de recettes, ouvre son école de sushi et vend même ses produits en épicerie. Souchi à la maison, c'est bientôt peut-être des take-out, c'est bientôt un food truck. C'est peut-être un restaurant un jour. Il y a 1001 possibilités encore, peut-être exporter mon service ailleurs dans le monde. Donc, rien ne m'arrête. Ma vie d'avant, ma vie ici, maintenant, c'est à des années-lumière. Merci la vie, c'est... Je suis continuellement dans
le remerciement. Je sais, je suis groundée parce que je sais que ce que je vis, je n'étais pas supposée le vivre, je pense. Puis je suis juste tout le temps dans la reconnaissance. C'est comme, la vie est trop belle, là. Je veux jamais que ça s'arrête. Si je pouvais parler à la petite Geneviève, en sachant qu'est-ce que je suis devenue moi, je lui dirais de pas s'inquiéter. Tu vas voir. Tu vas pouvoir t'en acheter du fromage puis du prosciutto. En masse.